Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Chaque lundi, en effet, le plan de trading de Smart Bourse pour évaluer, mesurer les enjeux techniques du moment sur les différents indices boursiers et les différents actifs majeurs. Alexandre Baradez est avec nous en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour. Nouvelle échéance qui a donc commencé, l'échéance du mois de mai, s'il vous plaît, avec des niveaux records atteints pour le CAC en clôture vendredi, 7577 points. Évidemment, quand on est en terre inconnue, comme on l'est aujourd'hui sur le marché parisien, difficile de se dire que l'indice parisien n'est peut-être pas un peu topiche actuellement, avec un potentiel de hausse qui semble peut-être un peu épuisé. Déjà, si on le compare, on regarde le CAC 40 en termes de cherté, c'est un peu plus de 15 fois les bénéfices désormais. Bénéfices exprimés, pas à venir. Les suivants, c'est un peu plus de 13 pour le DAX. Puis après, on retrouve la partie indice un peu du sud, on est plutôt aux alentours de 10. Donc, c'est l'indice aujourd'hui le plus cher de la zone euro, lié évidemment à ses composantes. Les principaux moteurs du CAC sont des valeurs qui se payent historiquement largement au-dessus de la moyenne. Premier constat. Ensuite, le constat technique. Le CAC, si on prend hors dividende, il a dépassé ses sommets de 2021-2022, avant toute la chute de 2022. Le MIB italien, il est légèrement dessous. Le DAX, il n'arrive pas encore à faire passer dessus. Le Stock 50 aussi. Donc, il y a cette composante un peu technique où on overshoot un peu comme ça le sommet, alors que les autres n'y sont pas encore. Et après, il y a les facteurs d'ordre. Qu'est-ce qui tire le CAC? On le sait tous. En grosse partie, le luxe, mais pas que. Il y a des composantes importantes. Total, par exemple. Et Sanofi, poids lourd, qui a repris plus de 10% là, ces dernières semaines. Mais ici, on se concentre par exemple sur la partie pétrole et luxe. Pétrole, on voit bien le pétrole, ce gros gap post-OPEP est en train d'être comblé. C'est un plan qu'on a fait ensemble, donc on a comblé ce gap quasiment. Donc ça empêche ces valeurs d'aller beaucoup plus de suite. Donc on se remet sur la partie énergie, c'est pas forcément là-dessus qu'il faudra parier, je pense, pour que le CAC aille forcément beaucoup plus, je parle dans les jours qui viennent, un jour ou semaine. Après la partie luxe, c'est vrai que c'était une verticalité absolument incroyable, et les résultats ont généré des gaps aussi, c'est-à-dire que les grosses valeurs, LVMH et Hermès, il y a ces gaps qui interviennent dans des phases déjà très très soutenues, de 40-50% de rallye. Ça peut ressembler, dans le jargon, ce qu'on appelle des gaps de fatigue, c'est-à-dire un marché qui a déjà beaucoup grimpé, qui a donc bien déjà pricé la reprise de la Chine et qui a ensuite salué des résultats qui sont à la hauteur des espérances, avec des gaps. Moi, il me semble que ces zones-là peuvent ressembler à des phases un peu non pas d'une remise en cause de tendance, mais d'une phase qui précède une phase un peu consolidante. Et je verrais bien un schéma sur la partie européenne qui soit de cette nature-là, c'est-à-dire une zone un peu consolidante où on a l'impression que le marché est peut-être un peu passé dans l'après déjà, l'aspect inflation, ça y est, c'est réglé parce que ça fait plusieurs mois que ça baisse, notamment l'inflation globale, même si l'inflation courbe, on ne la regarde pas trop, mais moi je pense qu'effectivement, je pense qu'il y a plusieurs à le dire que c'est une inflation qui c'est la plus importante évidemment, mais on a l'impression que le marché, son comportement est déjà un peu passé dans l'après, c'est-à-dire l'idée que l'inflation quand elle baisse, ça y est, le plus dur a été fait, et qu'on est presque déjà en train de parler du pivot des banques centrales. Or, vous l'avez dit, il y a des hausses de taux qui vont encore arriver, alors du côté de la Fed, probablement la dernière, côté BCE, on ne sait pas trop, ce matin c'est un de ses membres belges qui a parlé de la zone des 4% comme une zone d'atteinte potentielle, en mettant bien la partie salaire comme argument de vente pour des taux qui iraient à 4%. Et donc, il ne faut pas oublier que c'est le plafond qu'on va toucher dans quelques temps, mais ensuite qu'on va y rester quelques temps en plus. Ça, c'est quand même des perspectives de au moins 2 à 3 trimestres quand même. Et donc, un marché qui va très vite sur des nouveaux records, des multiples élevés, mais qui semble peut-être un peu occulter la phase où l'effet des hausses de taux successives sur la consommation, moi je pense qu'on va avoir des signaux qu'on a déjà vus sur la partie européenne récemment, aux États-Unis aussi, ça commence à ralentir un peu sur l'aspect consommation, ça c'est une part du PIB. Et si vous voulez, et les indicateurs avancés côté US qui commencent à aller dans le sens que tout le monde voit, à savoir un peu prédictif d'une potentielle récession, il me semble que ça laisse une fenêtre de tir au CAC pendant quelques semaines à quelques mois, où nous pourrions en fait avoir de la consolidation. Et sans faire trop long, il me semble que la vague de correction des liées aux banques, c'est peut-être le début en fait de cette phase de consolidation. Consolidation, c'est pas juste on se replie et on repart, ça c'est une correction à ce moment-là. Consolidation, c'est une vague, puis une deuxième, puis une troisième, qui ne soient pas des retournements de tendance, mais qui ne soient pas non plus des phases exponentielles. Et je pense qu'on a, pendant quelques mois, un peu cette hypothèse-là d'avoir de la consolidation sur le CAC 40. Ouais. Bon, les 10 prochains jours vont être intenses, effectivement. On verra les réactions de marché aux résultats des entreprises, aux chiffres macroéconomiques, aux décisions de banque centrale. Une des questions pour la Fed, c'est est-ce que la Fed doit nous dire mercredi prochain si sa hausse de 25 points de base est la dernière ou pas? Est-ce qu'elle va entretenir un suspense de ce point de vue-là? Et puis on verra évidemment le message de la Banque centrale européenne. Vous dites quand même que le CAC fait figure de plus en plus d'ovni dans le paysage des indices boursiers
boursiers en Europe, Oui, Alexandre. mais OVNI pas suracheté, c'est-à-dire OVNI ce serait un truc complètement hors de prix. Il n'est pas hors de prix, mais disons qu'il a bien exprimé ce qu'on attendait de lui sur la réouverture, sur les composants très exposés à la Chine, et donc voilà, notamment sur le CAC avant d'aller sur la partie américaine. Le range que je montre, c'est un range qui va en gros de 6008 à 7004 en gros, et c'est ce 7004 qu'on va dépasser brièvement. Je pense qu'on a de matière à le revoir un petit peu. Donc c'est ça une évolution qui n'est pas dramatique. C'est quelqu'un qui se dit je ne sais pas quoi faire de mes fonds aujourd'hui, mieux vaut être long que pas être long. Ça on les a déjà à 5006 et quelques. La question c'est quelqu'un qui un peu plus dans la dynamique, qui se dit voilà, est-ce que j'ai encore 5-10% à aller chercher sur le CAC dès maintenant. Moi il me semble qu'il y a ce risque d'oscillation et qu'on a plutôt un risque, c'est un risque modeste, mais un risque de range de 10% plutôt que 10% de plus à la hausse. Voilà, donc je vais plutôt une phase un peu consolidante entre temps. Que nous apporte le S&P 500, la lecture technique du S&P 500 à la photo globale du moment? Il nous montre une position ce que tout le monde attend, à savoir les résultats des valeurs de la tech, qu'on retrouve dans le S&P évidemment, poids lourd, toujours un peu d'un quart, c'est les GAFAM, c'est toujours un quart du S&P. La décision de la Fed, effectivement, vous en avez parlé. Il y a quand même de bonnes chances que ce soit la dernière hausse de taux. Alors, est-ce qu'effectivement, elle exprimera dans ces termes-là il y a de bonnes chances parce que l'inflation globale donc, est à 5, à peine plus. L'inflation cœur qui pose problème, elle a un peu au-dessus, mais déjà, l'inflation globale touche le haut de la fourchette actuelle, le taux de la Fed. Donc, si la Fed monte encore, on aura déjà une haute fourchette qui sera plus haut que l'inflation aux États-Unis. Il n'y a pas les taux directeurs sont déjà plus hauts que le corps PCE, par exemple. Oui. Donc, c'est absolument pas les bases pour mettre 115 points de base de plus derrière. Ce serait même un danger pour l'économie américaine, parce qu'on voit quand même que on a beau voir que le marché immobilier s'est un peu stabilisé aux États-Unis, effectivement, on voit qu'il s'est moins dégradé ces derniers temps. Il y a même un peu de rebond de temps en temps. Mais les taux qui vont rester hauts, donc c'est pas les bases pour que l'immobilier reparte en fait, c'est les bases pour qu'on reste bas sur l'immobilier en termes de vente de logements anciens, en cours, etc., promesses de vente, et le temps qu'il faudra pour voir les doubles composantes globales et corps revenir, converger vers les 2%, et même quand vous regardez les anticipations d'inflation moyen terme. Côté US, alors c'est marrant parce que l'Europe et les États-Unis, on est presque sur les mêmes bases, 2,45 en Europe, je crois 2,55 aux US ou inversé, mais donc c'est toujours au-dessus des 2%, le fameux swap 5 ans dans 5 ans, donc il y a encore la place pour un message mid-hawkish, mais après ne pas minorer le côté bien sûr, le higher for longer, le maintien dans la durée d'un niveau de restriction monétaire qui sera atteint peut-être la semaine prochaine pour la Fed aura des effets aussi sur l'économie et sur les marchés. Voilà, ce que vous dites tout à l'heure, les indicateurs avancés vont dans le sens effectivement d'une récession qui sera plus du côté un peu technique quand même. J'imagine pas que la Fed aille mettre l'économie US en récession profonde et dure à en extraire, mais le S&P de point de vue technique, et je trouve qu'il là pour le coup, lui, il est bien positionné, c'est-à-dire que le sommet d'avant normalisation, il est quand même assez loin. Le point bas aussi, là, assez loin, parce que le risque majeur a été écarté vu que l'inflation reflue. Et donc, il y a ce milieu de terrain dans lequel on est actuellement. Et on voit bien cette phase consolidante sur le S&P. Il y a 3 vagues comme ça. Et la question que je me pose, et sur laquelle je mettrai une petite pièce quand même pour les semaines à venir, c'est est-ce qu'on n'est pas dans la 3e vague un peu, voilà, on voit les deux vagues entre 2 Fibonacci qui sont dans des ratios de retracement, 23,6 et 38,2. Je pense qu'on peut encore se balader quelque temps dans ce sandwich, en fait, avant de casser. Par contre, si après les résultats de Microsoft ou d'Alphabet, vous commencez à aller chercher la résistance que l'on voit sur l'écran, mieux quand même, je trouve, d'un point de vue stratégie très court terme, c'est quand même d'y aller un peu dedans, parce que si ça part après, il faut quand même être dedans. Disons que c'est un milieu de terrain, il ne faut pas rater le prochain rallye, voilà. Mais est-ce qu'il est pour tout de suite? Moi, je dirais que non. Mais si le marché va aller, ce que je considère plus vite que la musique, mieux vaut être quand même dedans que pas y être. Si on tape la résistance, mieux vaut essayer d'y aller que pas y aller. Mais moi, je trouve que la macro et le technique plaident plutôt pour un maintien dans cette zone de consolidation. Avec un positionnement un peu global, on le voit à travers différentes enquêtes, qui reste quand même très défensif sur la partie action. Je rappelle la dernière enquête BOFA mensuelle auprès des investisseurs globaux. La détention des actions par rapport aux obligations atteint des points bas extrêmes qu'on peut retrouver par exemple à des moments comme mars 2009. Mais par exemple. Les contrariens diront justement, regardez, tout le monde est sous-exposé. Évidemment. Donc, c'est que les squeezes peuvent être en place. Et évidemment que c'est un très bon argument aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a peu de chances, je trouve, d'aller beaucoup plus bas par rapport à ce phénomène-là. Après, le VIX, on parle de S&P, le VIX qui est retombé à 16 la semaine dernière, ou pas loin, entre 10 et 15, c'est quand tout va vraiment bien. Venir chercher le haut de la zone de quand tout va bien, alors qu'il y a quand même quelques enjeux à solder. Voilà, c'est peut-être un peu bas, et je trouve que proche de entre 15 et 20 serait plutôt le range naturel pendant quelques semaines que plutôt 10 à 15 tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire du compartiment des matières premières, Alexandre? Ça a été une grande interrogation à partir du début du mois d'avril, après la décision surprise de l'OPEP de couper encore un peu plus sa production. La question étant de savoir, est-ce que le pétrole, les matières premières peuvent être effectivement le grain de sable qui viendrait faire dérailler à nouveau la mécanique? Ça, on n'y croyait pas il y a déjà plusieurs mois. Vous disiez le gap va être comblé sur le pétrole. Sur le pétrole, et même sur l'ensemble des matières premières, on disait que la réouverture de la Chine, parce qu'on ne considérait pas qu'elle serait de nature totalement explosive,
explosive. On regardait en fait même le bilan de la Banque centrale chinoise, qu'on compare au bilan de la BCE, il a connu une phase d'expansion beaucoup moins forte, donc c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup moins de soutien aussi aux entreprises et aux ménages dans cette phase-là. Donc on considère qu'il n'y a pas même s'il y a de l'épargne qui a été accumulée, mais il n'y a pas le surstock qu'on a eu sur la partie occidentale. Donc pour moi, c'est un des arguments pour dire on n'aura pas une reprise qui va être aussi débridée que ce qu'on a eu, notamment aux États-Unis. Après, on a des positions de matières premières qui vont un peu dans ce sens-là, et même quand on voit les chiffres de la Chine, on voit que c'est mitigé, mais mitigé, c'est quand même neutre à positif, c'est pas négatif. On déconfine, donc c'est quand même bien mieux. Mais là, un des gros moteurs de la Chine, comme toujours, il y a le moteur export, investissement, etc., demande intérieure. Le moteur export, on voit, les dernières était pas mal, mais c'est pas un moteur explosif. Et pourquoi ? Parce qu'en face, on a des croissances molles en Europe et aux États-Unis qui sont en train de... On se pose un peu de questions. Donc ça repart plutôt par les services en Chine, les retail, etc. Ça repart de ce côté-là. Mais sur vraiment la partie cœur productive, manufacturière, on voit que le PMI est toujours autour de 50. Les derniers chiffres de prod n'ont pas surpris le consensus. Et donc, c'est logique de voir des matières premières qui ne se cambrent pas dans cette... C'est pas une machine qui s'emballe, quoi. Voilà, et donc l'aspect inflationniste, déjà on l'écarte complètement quand on voit les prix de la production autres, on est même sur des déclins désormais en hier tout hier. Donc il n'y a pas ça. Moi je verrais plutôt le cuivre, effectivement, il est en milieu de terrain, on voit l'excès post-Covid, on n'est pas dessus. Le stress ensuite lié au confinement, le cuivre qui dévisse complètement, on est largement dessus. On est maintenant dans une zone vraiment médiane, un peu comme le S&P. Et je trouve ça va bien ensemble. C'est ça l'argument de dire, il ne faut pas verser dans le côté négatif en Chine parce que ça va mieux qu'à un moment donné, ne pas verser dans le côté hyper optimiste non plus parce que c'est pas le cas. Et les commodities, elles vont en ce sens-là sur la Chine. Une forme d'équilibre. Oui, voilà. Mais donc c'est plutôt simple, c'est un retour à la normale. Et donc le cuivre, voilà, moi je le verrais bien rester dans cette zone-là. Alors pas forcément le bas du canal haussier, c'est une espèce de canal haussier, on va dire, mais le milieu de terrain comme ça, je le trouve assez bon. Ce qu'on pourrait quand même jouer à un moment donné, c'est la hausse du cuivre, mais pour ça, il faut sortir du canal déjà par le haut. Et que ça se fasse en parallèle d'indices chinois qui accélèrent un peu, les indices un peu type Shanghai Composite, où il y a pas mal de valeurs comme ça, assez économiques traditionnelles. Donc voilà, un Shanghai Composite qui repart de 5-10% avec un cuivre qui sort par le haut, puis un pétrole qui repart un peu, là il y aura des signaux d'achat. Voilà. Pour l'instant, je dirais, on digère, mais sans être short non plus. Voilà, le cuivre, c'est pas un truc qu'il faut shorter durablement. Merci beaucoup Alexandre, au démarrage de ces 10 jours clés pour les investisseurs avec une masse d'informations micro, macro, monétaires qui va être très importante et peut-être même cruciale pour la suite. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, le plan de trading de Smart Bourse, chaque lundi à 12h30. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.